passer aussi à une organisation coopérative ou autre pour donc financer des micro-projets de développement. Bon, moi je ne suis pas du tout non plus au courant de l'existence de tels accords, mais ce que je voudrais ajouter à ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est que dans le cadre de notre projet, il est également prévu un service financier de transfert financier qui viendra beaucoup plus tard, mais nous pensons que l'éducation économique de nos membres, des membres de nos différentes associations, pourra constituer le moteur, pourra constituer donc l'élément essentiel si nous voulons arriver à des objectifs tels que les transferts puissent servir au développement des pays d'origine des uns et des autres. Donc sans cette éducation, il serait difficile d'empêcher quelqu'un de procéder au transfert en passant par les sociétés auxquelles il passe un devoir pour transférer de moyens. Parce qu'il faudra faire comprendre aux gens que ces transferts dégagent des profils qui pourraient être utilisés pour le développement du pays et même aussi pour améliorer le bien-être de ceux qui envoient ces sous, parce que le coût serait inférieur à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc il gagnerait beaucoup à être organisé de manière qu'ils puissent passer par des canaux associatifs qui, eux, pourraient dégager un bénéfice, un profit minime, mais affecté au développement de nos pays et affecté aussi à l'amélioration du bien-être aux citoyens qui sont ici. Donc je pense qu'il y a des contacts à prendre entre différentes organisations pour que nous puissions cheminer vers effectivement des objectifs et des accords qui nous permettent donc d'aller de l'avant. Il y a cet après-midi un atelier qui sera consacré à ce problème pour essayer d'approfondir d'une certaine façon et d'arriver à certaines recommandations qui pourraient donc être suivies par l'information. On travaille concrètement aussi, principalement en Belgique, et donc on ne travaille pas forcément au niveau international. Par contre, sur la question de la bancarisation et des technologies, aujourd'hui, l'Afrique, par exemple, est le porte-drapeau de la bancarisation via la technologie du GSM. Au niveau Internet aussi, on a de plus en plus de facilités pour permettre ces échanges financiers au niveau international à moindre coût. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent être disparates selon les pays, mais il y a beaucoup d'acteurs qui existent et qui promeuvent ce type de facilité pour des services de paiement, de transfert d'argent, qui peuvent être aussi au niveau national évidemment, interpays ou international. Et donc aujourd'hui toutes les possibilités sont là pour que ce soit peu cher, que ce soit facile, que ce soit immédiat. Donc, vous pouvez un peu expliquer, enfin je sais pas, parce que la technologie par le GSM, le mobile banking. Ça fonctionne réellement, ça c'est fiable, oui. Online banking, oui, mais mobile banking réellement, oui. Ouais, je pense que la communauté africaine est beaucoup plus au courant que moi, mais ça fonctionne très très bien et ça permet justement d'avoir une inclusion financière au niveau des pays et des petites communautés rurales, là où les banques commerciales classiques ne sont pas du tout intéressées. Ce qui serait même peut-être à un moment donné... Il y a un réseau là dans ces régions justement, s'il n'y a pas de banque, c'est qu'il n'y a pas d'activité, c'est qu'il n'y a pas de réseau, non? Si, ça fonctionne pas. Le GSM est extrêmement bien développé, donc le réseau de téléphonie est développé, ce qui permet finalement d'avoir une inclusion financière au niveau des accès bancaires et des accès aux services de paiement. Et ce qui pourrait potentiellement aussi être développé dans beaucoup de pays. Je pense notamment à l'Amérique latine, par exemple à la région des Andes, qui est extrêmement compliquée et complexe au niveau des accès, ne serait-ce que des accès routiers, pour mettre en place des agences bancaires. Aujourd'hui, grâce au téléphone, et la plupart des personnes disposent assez rapidement d'un téléphone, on peut permettre d'avoir des accès financiers, des accès à des services financiers de base. Mais il n'y a pas au niveau technologique un service qui permet de divertir une partie des montants transférés qui à l'épargne, qui à des micro-projets de coopératives, locaux, de développement. Enfin, je veux dire, vous savez, vous auriez un genre de système qui automatiquement, sur base d'un contrat, d'un accord préalable, vous avez automatiquement une partie qui est transférée sur un compte épargne, virtuel ou autre, je ne sais pas, et une autre partie vers un projet qui tient à cœur la personne qui fait le transfert ou qui reçoit le transfert. Ça, ce sont des problèmes techniques, informatiques, je ne sais pas. Ouais, c'est juste une question de s'arranger aussi avec les opérateurs de téléphonie et des opérateurs. Parce qu'il y a sans doute des règles financières internationales aussi fort strictes qui règlent le transfert je ne sais pas comment on fait ces virements en ligne sur le compte que l'on a dans sa banque. Est-ce qu'il y a moyen de faire des transferts facilement, sans trop de coûts au début?
départ de ce mécanisme vers des comptes en Afrique, par exemple. Il faut automatiquement qu'il y ait un compte en Afrique, forcément. Mais dans le cas de la bancarisation, est-ce que le online banking entre l'Occident et l'Afrique, ça fonctionne ou le Sud, enfin entre le Nord et le Sud, ça fonctionne déjà? C'est vrai. Oui, Oui, peut-être qu'il y a un début dans un certain nombre de pays, notamment le présent EcoBank, qui est une banque purement africaine créée par les Africains aujourd'hui, qui est présente de l'Afrique de l'Ouest en Afrique centrale. Mais ce qu'il faut se dire que ce n'est pas la capacité de transfert électronique qui pose problème, c'est l'accessibilité au système bancaire classique partout dans le monde par rapport à des personnes qui sont le plus pauvres, qui est le défi le plus pertinent. Le niveau de collaboration entre les institutions de microfinance auxquelles les plus pauvres ont accès et le système bancaire classique, il n'y a aucun marché actuellement qui existe et les banques centrales ne font pas suffisamment d'efforts pour favoriser un mécanisme d'échange entre ces deux types d'instruments financiers présents dans les marchés financiers. Et alors, justement, donc ici en Belgique, je connais une expérience de quelqu'un qui est consultant chez Belgacom, qui est d'origine burundaise, qui travaille avec MIDES dans le cadre du cadre avec PAPSEN. Il a développé un logiciel assez intéressant de transfert de fonds. Actuellement, les réflexions sont très poussées avec MoneyTrans par rapport à la capacité d'utiliser ce logiciel pour transférer des fonds à moindre coût. Mais le récepteur sur place, il ne faudrait pas que ça continue à être seulement les banques. Sinon, la question n'est pas résolue. La question peut être résolue lorsque les guichets plus accessibles, qui sont au dernier kilomètre, n'est-ce pas, sont impliqués dans le jeu. Et MoneyTrans est belge. Donc, ils font des transferts, ils ont des accords actuellement dans ce cadre. L'idée que vous avez soulignée ici, elle est pertinente, ils avaient réfléchi là-dessus. Si vous voulez transférer 100 €, les 20 € restent dans un compte pour vous qui avez effectué le transfert. Les accords sont comme ça. Et donc, même le mobile banking, vous pouvez payer, n'est-ce pas, que ce soit des polices d'assurance santé, des polices concernant, par exemple, des frais scolaires ou autres, vous pouvez le faire par votre GSM. Ça fonctionne déjà. Enfin, je n'ai pas encore non, ils sont très poussés. Je sais que Mobile Sud déjà opérationnalise ce genre de choses, mais ces outils, encore une fois, de technologie, elles sont importantes et pertinentes. Il faut encourager leur utilisation en définissant un cadre plus approprié qui soit. Mais la chose la plus importante, c'est la disponibilité de la liquidité vis-à-vis des personnes qui n'ont pas accès à ces mécanismes-là. Mais je crois que c'est le défi. Que proposez-vous alors? Parce que sur place, je suppose que ça n'est pas évident. Si ce n'est pas un guichet, vous voulez un réseau de guichets, quel est concrètement alors actuellement, ça se passe de façon à FSMA avoir, n'est-ce pas, l'agrément de collecter l'épargne publique et de transférer les fonds. C'est quoi la FSMA? Excusez-moi. La FSMA, c'est l'autorité de régulation des marchés financiers ici à Belgique, qui a pris des compétences de la Banque nationale de Belgique en matière de contrôle des marchés financiers. Si vous voulez vous établir ici pour collecter l'épargne, vous êtes obligé de faire un prospectus qui doit être validé par eux. Vous êtes obligé aussi de demander un agrément. Donc, toutes ces questions concernant les dirigeants, leur niveau de formation, leur personnalité. Donc, ce n'est pas une petite démarche, c'est une démarche extrêmement complexe. Je m'en doute. Est-ce qu'au niveau de la technologie mobile banking, il y a aussi des mécanismes anti-fraude, une législation qui est déjà développée, des techniques où tout ça est encore à l'état d'études? Je crois que je ne suis pas capable de répondre à cette question. Des habitudes d'épargne, retaper sur le clou par rapport à l'importance de l'épargne et autres, nous semble toujours nécessaire et c'est un travail continu. Et on le voit, bon, les Belges sont des bons épargnants peut-être, mais ces habitudes se perdent. Au niveau des jeunes, on a maintenant des cas de surendettement sur des jeunes âgés de 17 à 20 ans, ce qui est dingue. Donc la société de consommation nous pousse évidemment à consommer de plus en plus, et donc même la technologie ne remplacera jamais une bonne éducation financière, un accompagnement professionnalisé de personnes du secteur financier pour tous les besoins de financement, que ce soit au niveau crédit ou épargne. Donc dans les transferts qui sont effectués vers le sud, nous avions eu une réflexion il y a quelque temps
dans l'organisation de ces transferts, de collaborer avec des mutualités d'ici, en Belgique, disons, avec des mutualités qui essayent de s'installer là-bas. Parce que, quels sont les objectifs poursuivis lorsqu'on transfère ce sont de l'argent vers le sud? C'est, comme vous l'avez dit, la santé et l'éducation. C'est généralement cela, santé et éducation. Donc, santé, comment résoudre la question de santé en diminuant et les coûts de santé eux-mêmes et les coûts de transfert, forcément. C'est-à-dire qu'on voit ici aussi certaines mutuelles cherchent à s'implanter dans le sud et que donc ce serait peut-être plus simple de s'organiser avec ces mutuelles pour que les personnes qu'on cherche à protéger là-bas soient couvertes par les mutuelles ici, donc en payant directement ici. Et que donc il y a peut-être lieu à chercher une collaboration avec ces institutions-là pour se simplifier la tâche et aussi pour assurer une certaine permanence, puisque bien entendu, à chaque fois qu'on va à l'hôpital, c'est le cas du Congo, on vous demande, ici aussi d'ailleurs, une caution au départ, et les montants sont faramineux et difficiles, et même pour ceux qui doivent transférer ici, ça finit par les étrangler quand même quelque peu. Tandis que, en passant par cette institution-là, on a quelque chose qui est permanent, on sait à quoi s'attendre, et il y a une couverture qui est assurée sur place. On pourrait envisager, pour l'éducation, c'est peut-être un peu plus difficile, puisqu'évidemment, les distances entre les personnes, donc ça c'est un peu plus compliqué, il y a peut-être lieu à réfléchir, mais je disais que, déjà pour la question de santé, on cible les objectifs qui sont poursuivis par les personnes qui transfèrent, et donc, avec le côté psychologique, c'est que tant qu'ils payent directement aux membres de leur famille là-bas, ils le font pendant des années, donc 5 ans, 10 ans, ils le continuent, mais quand on commence à payer une institution qui fait ce travail-là, on finit un peu par oublier, et que donc on se dégage. Donc, d'un autre côté, que, comme on l'a dit ici pour la réflexion avec, donc j'ai oublié le nom de Diallo, c'est-à-dire que dans le transfert ou dans la collaboration avec les mutualités ici, la personne qui transfère ait une certaine couverture, une certaine assurance aussi. Donc comme ça, il y a une motivation à continuer donc cet effort-là. Des producteurs, des artisans, des entrepreneurs au niveau du Sud. C'est notamment le cas d'Alterfin, c'est notamment le cas aussi d'Ecocredit, Incofin, donc toute une série de coopératives de crédit, coopératives belges installées en Belgique, qui captent l'épargne de toute personne. Donc ça peut être des migrants, mais aussi évidemment des Belges qui souhaitent placer leur argent ailleurs qu'à une banque, dans une banque classique. Et ce qu'ils vont faire, eux, c'est qu'avec cette épargne, ils vont pouvoir octroyer des microcrédits dans les pays du Sud, avec évidemment tout cet accompagnement qui est nécessaire pour développer une activité professionnelle qui soit cohérente et qui soit viable. Donc je vous invite dans le magazine, à l'avant-dernière page, vous trouverez toute une série de, qu'on appelle nous les financiers alternatifs, des intermédiaires, qui donc peuvent permettre à vous en tant que personne de déposer votre épargne chez ces personnes, chez cette coopérative, vous serez coopérateur. Vous avez un certain rendement, je pense qu'Alterfin donnait un rendement de 3% l'année dernière, et eux, avec cet argent, ils permettent de développer des activités au niveau local dans différents pays dans le monde. Je pense que c'est aussi des alternatives qu'on doit pousser encore plus, parce que l'épargne qui est, il y a, je crois que c'était combien de chiffres, c'était 300 milliards d'euros qui sont sur les comptes d'épargne en Belgique. Si cet argent, au lieu de servir, évidemment est utilisé par les banques pour l'économie, pour la sphère spéculative, et si une partie de cet argent était donnée à ce genre de financiers alternatifs, ça permettrait évidemment de développer encore plus des projets de développement dans les pays du Sud. Voilà. Voilà, je propose qu'on en reste là. Je pense que la discussion était très intéressante et puis on pourra continuer à échanger si on le souhaite durant le temps de midi sur ces sujets-là. Ceci ne sera possible avec l'aide des autres associations et des réseaux de finances alternatives, ce que nous tentons. Pour finir, je vous remercie à vous tous, en particulier à Paulin pour l'invitation et à Antoine de la RFA pour nous donner la possibilité de chaque mois pour se réunir, pour partager quelques moments et pour nous faire partie de ces projets. En espérant que cette conférence ne soit pas la première ni la dernière.
Merci beaucoup. Ben, il y a le soleil, mais quand même un peu de fraîcheur là. Comment ils ont mis ça en place. Finalement, on peut poser des questions et avoir un échange aussi par rapport à leurs expériences. Donc c'est bien d'avoir aussi des personnes qui participent concrètement, ça vous donnera un peu plus clair de ce que c'est. L'idée des CAF, c'était de partir de toutes ces expériences qui existent, de tontine, de cadena, de rueda, en fait, il y a différents mots partout dans le monde, mais c'est toujours la même pratique en général, qui est d'épargner ensemble une certaine quantité fixe tous les mois et de se la répartir, soit par tirage au sort, soit en s'arrangeant. Bon, il y a différentes formules, différentes manières. Donc, cette ONG espagnole qui s'appelle ACAF, qui est l'organisation, l'association des communautés autofinancées, est partie du constat que les tontines sont très pratiques, encouragent l'épargne, mais sont peu flexibles sur certains aspects. Typiquement, épargner tous les mois une même quantité, c'est pas forcément évident. Il y a des mois où on a plus de revenus et des mois où on a beaucoup plus de dépenses. Parce que l'anniversaire, parce que les cadeaux de Noël, parce que la rentrée scolaire, etc., etc. Donc en fonction de ça, ils ont voulu adapter un modèle qui reprenne toutes ces bonnes idées, toutes ces bonnes pratiques, mais en lui permettant d'être beaucoup plus flexible. Le problème aussi des tontines, parfois, c'est qu'on ne peut pas choisir toujours quand on va recevoir l'argent. En payant, le minimum que nous avons fixé, c'est 50 € par mois. Ce qui fait une épargne de 600 € par an. Mais ça, ce n'est que le plancher. Toute personne, en fonction de ses intérêts personnels, de ses objectifs, peut fixer lui-même le montant de son épargne. C'est ce qu'on appelle l'épargne volontaire. Alors, l'obligation est faite à l'ensemble des membres du groupe pour sécuriser cette épargne. Et c'est là où il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Parce que épargner, c'est une chose, mais sécuriser l'épargne des gens, ça, c'est autre chose. Mais c'est un travail que nous faisons ensemble, par l'éducation, mais aussi par des réunions mensuelles, au cours desquelles ceux qui assurent la gestion quotidienne, nous en avons 3 actuellement, il y a un expert comptable, il y a un trésorier, et il y a aussi un deuxième comptable, ceux qui pratiquement travaillent là-dessus pour nous aider à sécuriser en présentant chaque mois un rapport financier. Vous savez, nous sommes une communauté dans laquelle la crédibilité a pris de sérieux coups pendant des années. Il y a donc un travail de reconquête de cette crédibilité et de cette confiance, sans lesquelles on ne peut rien faire. En principe, on aurait pu croiser les bras en disant non, ça n'ira pas. Mais on s'est dit non, croiser les bras, ce n'est pas une réponse. Il faut une réponse positive. Il faut continuer donc à chercher, à faire des efforts, comme on le fait dans d'autres domaines. Les échecs doivent nous servir de point de départ, de point de redémarrage, et non pas comme un frein. Vous n'êtes pas, excusez-moi, vous n'êtes pas encore opérationnel actuellement, vous êtes encore dans... Si, je vais arriver au détail après. Pardon, oui. Ça, c'est juste pour motiver ce qui a fait que nous sommes arrivés donc à l'épargne. Donc, dans l'image dont je parlais tout à l'heure de l'Africain ici, il y a des gens qui pensent que nous passons du temps à prier et à faire des discours. Il y a des gens qui pensent que non, nous avons des diplômes et que nous pouvons faire plus. Mais concrètement, nous n'arrivons pas à démontrer que nous avons une communauté au sein de laquelle on trouve beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gens qui ont été formés. Alors, cet appel qu'on a lancé tout à l'heure est tel que tous ceux qui ont une formation qui peut être mise au service du développement de la communauté, qu'ils nous rejoignent et qui mettent leur savoir à ce service-là. Alors, les Turcs qui n'ont pas étudié sont capables de monter une entreprise, d'ouvrir un restaurant, une activité. Mais pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire? Il y a évidemment l'obstacle financier. Alors, cet obstacle, nous avons pensé qu'on ne peut pas le contourner facilement en faisant appel à des fonds extérieurs dès le départ. Il faut d'abord compter sur nos propres forces. Et nos propres forces, c'est quoi? C'est notre épargne. Quel que soit le montant de ces revenus, quel que soit le niveau de ces revenus, on est capable d'épargner.
on le voit à travers les microfinances, pardon, les tontines, donc les pratiques traditionnelles financières. On voit quelqu'un qui n'a pas exprimé un besoin d'épargner, mais dès qu'on lui présente un projet d'épargne dans le cadre d'une tontine, eh bien, il accepte. Il accepte non pas parce qu'il a un besoin de crédit, mais parce qu'il a besoin d'épargner. C'est qu'il estime que les institutions classiques d'épargne ne lui conviennent pas. Donc il a besoin des conditions qui lui conviennent. C'est ce qui l'amène à rentrer dans ces structures. Et on a fait une observation, on a constaté que dans ces structures-là, on prend en compte non seulement la dimension financière, mais également la dimension sociale. C'est le cas, par exemple, pour ce qui concerne les institutions que nous connaissons au Congo, il y a une institution qu'on appelle les Mousiki. En fait, le Mousiki, c'est une institution dans laquelle il y a plus de cohérence sociale. Parce que la remise de la cotisation totale à l'un ou l'autre bénéficiaire, elle se fait autour d'un verre ou d'un repas, chez l'un ou l'autre de membres. Deuxièmement, lorsque l'un ou l'autre membre connaît un problème social, que ce soit une perte d'un être cher, ou que ce soit un mariage, eh bien, tous les membres se sentent concernés et ils interviennent. Donc ça crée un système de protection sociale en plus des problèmes financiers qu'ils arrivent ensemble à résoudre. Voilà. Alors, nous, dans le cadre de l'AIS, nous avons donc fixé comme condition d'adhésion d'abord, on paye 50 € pour participer aux frais de fonctionnement. Ce n'est pas assez, mais c'est déjà un minimum que l'on peut demander aux gens. Et ça s'appelle le droit d'adhésion. Mais en réalité, c'est une contribution aux frais de fonctionnement. Deuxièmement, nous avons fixé comme minimum d'épargne 50 €. C'est pour pouvoir être rapidement en mesure d'atteindre le niveau institutionnel qu'il faut pour démarrer avec le deuxième service, qui sera donc le microcrédit, soit seul, soit en complément avec d'autres crédits que l'on peut obtenir par ailleurs. Ceci pourquoi? Parce que quand on a un besoin de financement, il se fait que quand on a bénéficié d'un microcrédit, il ne prend pas toujours totalement en compte le besoin de financement. C'est un coup de pouce. Alors, nous sommes dit, si on a une autre institution financière, celle qu'on est en train de mettre en place, elle peut intervenir pour donner un coup de pouce supplémentaire. Et pas nécessairement à titre principal. Donc, on peut aussi faire à titre principal si jamais la collecte de l'épargne collective et communautaire s'avérait un jour assez importante. Et cette épargne, si effectivement elle est mobilisée comme il faut, c'est une source considérable de financement de nos activités. Alors nous n'avons pas des estimations pour dire combien on va arriver, non. Mais nous pensons que la meilleure source de financement, c'est l'épargne des uns et des autres, mais sécurisée par tout le monde. Alors, autre chose, c'est que la même institution existe et fonctionne déjà aussi à Londres, en Angleterre. Parce que nous voulons créer un réseau, de manière à ce qu'à un certain moment, nous puissions nous compléter. Donc, on aura une fois par an une réunion de l'ensemble des membres du réseau, qui sera donc implanté à Paris, à Bruxelles et à Londres, principalement. Voilà. Alors, donc, je répète, on épargne en fonction de son objectif. Mais l'épargne, lorsque nous allons atteindre la capacité de donner crédit aux gens, elle sera affectée à titre principal aux investissements, aux micro-entreprises, mais pas à l'achat des biens de consommation. Et ceci, pas de manière exclusive, mais principalement à titre principal. Je pense que c'est à travers les questions que je peux donc répondre et donner l'occasion aux uns aux autres d'enrichir le projet par d'autres éléments. Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose d'important? Demander à l'un d'entre nous de faire un petit rapport qui sera mis tout à l'heure à la plénière. Excusez-moi, elle est dans la même lancée que vous. Oui. Juste pour parler un peu de l'utilité de l'épargne. Oui. Pour beaucoup de raisons, les gens justifient pourquoi ils déposent l'argent à la banque, pourquoi ils épargnent. C'est toujours le feu, le vol, etc. Un représentant de développement international des jardins, qui est un des organismes de microcrédit les plus évolués au monde, qui a même des satellites,
il m'a dit une fois, parce que j'ai été son employé, que toutes ces raisons que vous évoquez pour épargner ne sont pas fondées. C'est que ce sont des raisons, c'est des raisons autres. Mais la vraie raison, épargne pour que ton argent échappe à des tentatives de gaspiller. Donc s'il y a vol, le premier voleur chez toi, de tout ce dont tu as peur pour mettre l'argent à la banque, le plus important, le danger, le potentiel, c'est toi. Une communauté qui ne se soumet pas à l'autorité collective pour épargner n'a pas d'avenir. Toutes les communautés, historiquement, ils ont des banques de céréales, des banques de ceci, des banques cela, pour prévoir des lendemains meilleurs. Quelle que soit notre religiosité, personne n'a signé un contrat avec Dieu pour dire que demain sera comme cela. Nous ne pouvons que prier. Et donc, ceci dit, que quelles que soient les législations, il y a toujours une possibilité d'épargner ensemble. Personne ne nous empêchera ici d'ouvrir un compte à vue dans n'importe quelle banque ici, mais de se décider régulièrement qu'on épargne ceci, qu'on épargne cela, on écrive. Mais il ne faut pas se donner une liberté totale pour dire que je peux disposer de mon épargne quand je veux et tout de suite. La pression de la rue, la pression de dépenser, si vous vous donnez de cette liberté, elle va vous empêcher de construire un lendemain meilleur. Il ne faut pas être pressé pour aller vers son épargne. Il faut réfléchir, réfléchir, encore réfléchir. Il y a toujours des dépenses inutiles qui ne servent absolument à rien. Et la meilleure façon de résister à cela, c'est de consentir à épargner ensemble et d'accepter de se soumettre à une certaine autorité conventionnelle d'épargner ensemble. Vous déciderez en ce moment de ce que vous voudrez faire de votre épargne. Mais d'accepter d'épargner ensemble et de ne pas vous donner la liberté comme les cartes de crédit, comme votre carte bancaire, comme la publicité de consommation vous le dit, disposez vite et rapidement de votre épargne. Si vous le faites, vous cédez à la pression de la rue et votre capacité à construire le futur devient très éprouvée, très hypothéquée. C'est ce que je voulais attirer l'attention, c'est que vous pouvez... Voilà. Ben, là-dessus, justement, j'aimerais rebondir au sein du réseau, justement, et je pense que c'est peut-être une idée intéressante, c'est de différencier aussi l'épargne. On peut épargner pour une urgence, donc dans le but de répondre à une urgence plus tard. Donc par exemple, son enfant tombe, il est malade, il a cassé ses lunettes, il faut repayer les lunettes tout de suite parce qu'il ne peut pas être pendant 3 mois sans lunettes. Donc on épargne peut-être pour collecter de l'épargne pour une urgence future. Il y a de l'épargne qui par contre peut être de l'épargne plaisir, où on se dit, ben voilà, je vais épargner pendant 1 an pour pouvoir partir en vacances par exemple. Et alors, il y a plutôt de l'épargne des fois qui rapporte, où on va essayer d'avoir un petit pourcentage sur son épargne chaque année pour avoir un peu plus d'épargne. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi de différencier ces épargnes et d'essayer d'analyser un peu ses besoins pour une épargne d'urgence, en fonction, je ne sais pas, du nombre d'enfants, de ses parents, etc. Une épargne plutôt plaisir, et qui donc nous permet de ne pas justement succomber à tout moment pour acheter un petit plaisir à un moment, mais pour avoir vraiment un objectif. Et une épargne peut-être qui rapporte et qu'on laisse vraiment un peu plus longtemps. C'est qui? Oui. Je voudrais... Oui. Bon, Donc, Slama, salut. C'est qu'il a un projet. Alors, c'est que l'AS peut envisager de faire à plus ou moins brève échéance, dès que les possibilités seront disponibles. C'est de créer une relation privilégiée, entre parenthèses, avec des opérateurs bancaires traditionnels, où l'AIS va acter, dans un premier temps éventuellement, comme ce qu'on peut appeler une caution morale. Parce que, comme a dit monsieur, nous avons tous des petits comptes dans des banques par-ci par-là. Et nous avons des besoins. Si je suis membre de l'AIS et je cotise régulièrement, bon, à un certain moment, j'ai besoin de réaliser un projet. Et ce projet est au-delà des limites de l'AIS. Comme vous l'avez dit, vous cherchez des financements complémentaires.
Alors, la chose est plus possible si, auparavant, vous avez créé des relations privilégiées avec une banque déterminée, dans laquelle peut-être les fonds de l'AS sont logés, parce que je ne sais pas, à moins que vous envisagez de les mettre dans un coffre-fort ici, c'est toujours un peu plus risqué, n'est-ce pas? Probablement, l'association aura un compte dans une banque. Alors, à ce moment-là, elle peut discuter pour que, voilà, nous voulons, chaque fois que cela est nécessaire, nous porter garant pour nos membres qui viendraient solliciter une intervention financière pour telle raison éventuellement. Ça, c'est donc une activité, non seulement pour crédit personnel, non pas la consommation, mais pour réaliser un projet. Mais ces crédits étant insuffisants, il faut un concours complémentaire, et ces concours complémentaires peuvent être facilement négociés et entretenus si vous-même vous avez tissé des relations particulières avec eux. On est en train de mettre en place un partenariat justement avec l'AIS pour mettre en place ce système de caution solidaire, de caution personne morale de laquelle vous parliez. Parce que comme je l'expliquerai, nous on a un système normalement de cautionnement personne physique, mais on est en train de mettre en place pas mal d'alternatives pour essayer de permettre aussi aux personnes qui ne sont pas spécialement entourées ou parce que c'est pas si évident de trouver quelqu'un qui se porte caution en tant que personne physique. Donc on est en train de mettre en place ce genre de partenariat pour permettre à une personne d'avoir accès à un crédit avec éventuellement le cautionnement de l'AIS. Maintenant qu'on est une ONG nationale, avec la banque Triodos, qui a une grande expérience dans les relations avec les institutions de microfinance. Donc ça va se faire aussi. Mais je voudrais revenir à l'idée aussi qu'il a annoncée, à savoir que épargner n'est pas facile. Parce que nous en parlons comme ça, comme si tout le monde pouvait épargner. Ce n'est pas évident. Et l'autre aspect qu'il a souligné, c'est que dans nos traditions, l'épargne était connue et elle fonctionnait. Elle fonctionnait presque de la même manière, sauf qu'elle portait sur du bétail, sur de la volaille ou plus tard sur de l'argent. Et qu'est-ce que l'on faisait à l'époque? On prenait une poule, on allait la placer loin de chez soi pour éviter qu'elle ne soit consommée dès la moindre occasion. Elle part. Donc il n'y a plus d'économie. Et on le faisait en toute discrétion. Parce que si c'est connu, mais on connaît le chemin, on va le chercher, on va chercher la poule. Donc ça peut être une chèvre, mais on allait la mettre très loin dans une famille. Et quand c'est la femme qui le fait, son mari ne doit pas être au courant. Parce que ça sera le premier bourreau. Il va chercher donc la chèvre là où elle a mis. Et ça, c'est encore l'argent qu'on place encore aujourd'hui chez un parent, chez un notable de la région. On dit, gardez-moi cet argent. Ça peut nous aider un jour. Même à marier son fils. Parce que si l'argent est gardé à la maison, on y va tout de suite. Donc, c'est pour cette raison qu'on s'est dit, créons ensemble ces parents chez qui on allait placer la chèvre. C'est un compte bancaire, mais que nous devons sécuriser. Nous avons demandé à la banque que ce compte soit bloqué. Personne ne peut prélever son épargne avant 12 mois. C'est une période conventionnelle pour le dire. Il faut qu'on apprenne quand même à se passer de son argent pendant une certaine période, qu'on apprenne à mettre de côté quelque chose pendant 12 mois. Au bout de 12 mois, imaginons que vous ayez des fêtes de fin d'année, il n'y aura pas d'argent, ça peut vous aider. Parce que souvent, on recourt au crédit. Mais le crédit est trop cher, c'est une charge après tout. Vous prenez un crédit, mais chaque mois, vous devez payer et le capital et l'intérêt sur ce crédit. Sans oublier les usuriers qui sont toujours aux aguets. Parce qu'on n'a pas su prévenir les cas de choc négatif. Eh bien, dès qu'il y a un problème, qui peut me prêter de l'argent? Et ils sont toujours prêts à vous prêter. Mais ils vous prêtent 1000 euros aujourd'hui. Vous devez rembourser 1500, si pas 2000 le mois prochain. Or, si je n'ai pas 1000 aujourd'hui, comment voulez-vous que le mois prochain, je puisse avoir 1500? Conséquence, je fuis la maison. Dès que j'entends du bruit dehors, c'est ce monsieur-là qui arrive, eh bien, je me sauve. Alors, pour éviter ça, on est en train de s'organiser pour que mon épargne étant là, bloquée, si j'ai un besoin, c'est le service de crédit qui doit intervenir. Alors, pour le moment, comme Claire l'a dit, nous avons un partenariat qui est en cours
de négociation pour que, à l'heure actuelle, en attendant d'atteindre un niveau institutionnel qu'il faut, nous travaillons en partenariat avec eux. Vous avez besoin d'un crédit. Nous travaillons ensemble pour voir si vous remplissez les conditions requises. C'est surtout la garantie de remboursement qui pose problème. Alors, le fonds que nous avons sur notre compte peut constituer une garantie de remboursement vis-à-vis de notre partenaire Tarigan. Pas mal de liens à faire par rapport à tout ce qu'on a discuté ce matin, parce qu'on innove dans certains domaines pour justement proposer des nouveaux services, notamment d'épargne caution, etc. Donc on en discutera, il y aura des liens à faire avec les discussions de ce matin. Alors, l'entrepreneuriat, en gros, l'entrepreneuriat en Belgique et en Europe en général, clairement, il est vraiment fort différent de l'entrepreneuriat dans le Sud, par exemple, sachant que il y a quand même pas mal de barrières à l'entrée et que créer une entreprise, c'est toute une structure, c'est tout un administratif à respecter, c'est pas mal de barrières à l'entrée, à franchir, etc. Et donc, en gros, comme vous le verrez, nous, on fait tout cet accompagnement, mais les grandes questions à se poser avant de se lancer, et j'avais envie de les remettre parce qu'en fait, c'est important pour moi de faire passer un message que vraiment aller par étapes. Et donc, pour lancer une entreprise, finalement, la base, c'est quoi? C'est l'idée et un peu la passion, quoi. Pour moi, je pense que, sachant l'investissement et l'énergie que ça demande de lancer une entreprise en Belgique, il faut pouvoir avoir une affinité très particulière avec le secteur d'activité dans lequel on veut se lancer. Et ensuite, il y a chaque étape de lancement, il faut bien pouvoir réfléchir au fait qu'on connaît l'environnement de son entreprise, notamment vraiment les étapes d'analyse du marché de l'entreprise et d'analyse de tout l'environnement pour savoir si finalement votre projet va être viable. Et pour ça, il y a pas mal de structures qui existent en Belgique, et donc le fait de s'adresser à des professionnels pour avoir des conseils et avoir un accompagnement, pas seulement du financement mais aussi un suivi du projet, c'est important de bien s'entourer, quoi. Ensuite, comme on le verra, il y a certaines barrières comme l'accès à la gestion et la profession avant de se lancer. Ça résume un peu finalement, donc je crois que je peux passer, comme ça on ira directement dans le vif du sujet. Mais en Belgique en particulier, il y a plusieurs freins qui sont assez importants à l'autocréation d'emplois, notamment pour des petites entreprises et pour des personnes qui n'ont pas toujours les diplômes requis, etc. Il y a le dernier truc qui figure là, c'est donc l'accès à la gestion et la profession. En gros, c'est une règle de base pour pouvoir avoir un numéro d'entreprise. L'accès à la gestion, c'est universel. Chacun doit pouvoir prouver par son diplôme ou par une formation certifiante qu'il a les compétences de gestion pour se lancer. Maintenant, nous, on est un peu critique par rapport à ce système parce que les règles sont fixées de manière assez aléatoire, dans le sens où, par exemple, n'importe qui aurait un diplôme du supérieur a automatiquement un accès à la gestion. Et donc, par exemple, quelqu'un qui a un diplôme de philo et lettres, notamment, a automatiquement l'accès à la gestion. Alors que celui qui a étudié le secondaire en option comptabilité n'a pas automatiquement l'accès à la gestion. Donc voilà, nous, une de nos missions, on le verra plus tard, c'est aussi travailler ce genre de barrières à l'entrée pour essayer de les rendre plus cohérentes et pour rendre l'accès à l'entrepreneuriat plus facile et équilibré, et donner sa chance à tous. Par rapport à l'accès à la gestion et l'accès à la profession, c'est pour certains types d'activités. Il y a quand même certaines solutions qui sont déjà mises en place. Ici, pour avoir son diplôme de gestion, il y a moyen de passer un examen de gestion, mais de nouveau, ce n'est pas accessible à tous parce que c'est en français ou en néerlandais. Il existe certaines personnes à Bruxelles qui auraient tout à fait la capacité d'entreprendre et qui parlent par exemple uniquement anglais. Et pourtant, on connaît certaines entreprises de certains types qui peuvent fonctionner malgré que les personnes ne connaissent pas le français et l'anglais. Donc tout ça, c'est pour dire que nous, on essaie de travailler à ces règles-là pour faire évoluer le cadre réglementaire. Alors, les autres freins à l'autocréation d'emploi, c'est notamment les pertes immédiates de revenus sociaux dès qu'on se lance. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a des revenus d'allocation de chômage ou qui est marge au CPS, lorsqu'il veut se lancer, du jour au lendemain, d'une part, il va perdre ses allocations qu'il percevait, mais en plus de ça, il va devoir directement payer des cotisations sociales, alors que tout le monde sait qu'un début d'activité, surtout pour une micro-entreprise, est très très progressif et qu'il faut un certain temps avant d'arriver à des résultats et qu'il faut pouvoir parfois tester l'activité pendant un certain nombre de mois avant d'y arriver.
Il existe aussi à Bruxelles certaines solutions par rapport à la perte de revenus sociaux. Ça, c'est intéressant de le savoir. C'est les coopératives d'activité qui sont malheureusement pas ouvertes à tout type de secteur parce que, par exemple, ils n'accompagnent pas des personnes qui sont dans le commerce, dans des petites boutiques ou dans le commerce en général. Ils font plutôt des activités de service. Mais eux mettent en place un système d'accompagnement et de test d'activité pendant une période maximum de 18 mois, pendant laquelle la personne garde ses allocations, teste son activité en grandeur réelle, ne lance pas, mais ça permet du coup pour des petites entreprises de tester ça grandeur réelle, sans risque, sachant que ça permet à la personne de garder un revenu décent pendant la période de test d'activité. Il y a certains CPS aussi qui acceptent d'être, mais ça c'est assez rare, mais qui acceptent d'être partenaires en continuant, en connaissance de cause, en continuant à donner des allocations à la personne qui se lance pendant la période de test. Et alors il y a aussi, par rapport aux cotisations sociales, une possibilité qui est peu connue, c'est cette possibilité d'exonération des cotisations sociales dès le lancement d'activité. Alors nous, les quelques astuces que j'avais envie de mettre en évidence là, elles correspondent un peu à notre philosophie aussi chez Microstart, mais c'est l'idée de vraiment, en tout cas dans la cible que nous vise des micro-entreprises, de vraiment respecter cette idée de progressivité, donc tester l'activité d'abord au plus petit niveau possible, et puis petit à petit renforcer les bases de l'activité et faire un développement progressif. Et puis les autres petits conseils, c'est en général bien prévoir les imprévus. Donc beaucoup sont sous forme d'AFD, et donc ils sont par exemple des organismes d'accompagnement gratuits à la création d'entreprise. C'est pas assez visible malheureusement, l'information ne circule pas assez je trouve, et il existe plein de choses à Bruxelles à disposition pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget et qui auraient besoin d'avoir des conseils pour se lancer. Notamment, il y a une association ici pas loin à Étourdé qui s'appelle Interaction, mais il y a aussi tout ce qui est guichets d'économie locale qui sont publics et qui sont subsidiés, donc tous les services sont gratuits. Il y a notamment aussi une association qui s'appelle Atrium et qui, elle, est destinée à aider les personnes dans les recherches de locaux et donc pour les commerces en particulier, on les aide à faire leurs enseignes, leurs vitrines. Ils ont des bases de données complètes des locaux qui sont disponibles et donc ils peuvent vous aider à chercher un local en fonction du type d'activité, en analysant les zones de chalandise, donc un peu la concurrence et dans quelle zone ce serait le plus stratégique de trouver cette activité. Et les coopératives d'activité dont je vous avais déjà parlé. Bon, ici, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est intéressant d'en mettre quelques-unes à disposition. Là, je fais une présentation effectivement un peu. Enfin, je vous donne l'information, mais n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Alors, en général, au niveau des financements, il y a différents types de financements, mais comme on a discuté ce matin, il y a les financements bancaires classiques, mais qui sont finalement dans un système de fonctionnement très classique et très régularisé, et leurs critères d'octroi de crédit sont vraiment basés